Salut, je suis content de vous retrouver pour détailler le contenu de mon sac à dos lors de ma dernière balade en forêt. Une balade où j'ai pu apprécier les fabuleuses couleurs de l'automne. C'était vraiment magnifique. J'espère vous en avoir fait profiter autant aussi bien que possible. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Dans cette vidéo, je vais donc détailler le contenu du sac à dos et le sac à dos que j'ai utilisé pour cette balade, parce que c'est un sac à dos un petit peu atypique. Mais avant d'aller plus loin, un petit mot sur moi si vous découvrez cette chaîne YouTube. Moi, c'est Nico et je suis passionné de marche en forêt et en montagne. Juste à côté, il y a le parc de Chartreuse, où j'adore aller me balader et puis profiter des habers, ces cabanes non gardées, dans lesquelles il faut reconnaître qu'on est quand même bien protégé. 4 murs, un toit, généralement un poêle à bois, parfois une cheminée. Ouais, faut reconnaître que ça a son charme. Ce que j'aime aussi, c'est me balader en forêt. Tout autour de là où j'habite, il y a des collines, les collines du pays voironnais. C'est un fantastique terrain de jeu où je peux aller me balader et toujours apprécier mes belles montagnes du parc de Chartreuse. Et puis de temps en temps, je pose le sac de couchage, le tarp pour m'abriter, je fais un petit feu et je me cuisine quelque chose de sympa. Pour cette sortie, j'ai utilisé du matériel un petit peu atypique. C'est un sac à dos particulier. Il est composé de plusieurs éléments. Le sac à dos principal, on peut le voir ici. À l'avant, j'ai fixé un autre sac à dos, un plus petit sac à dos. On va appeler ça un sac de sortie à la journée. Ce sac qui me permet de transporter des éléments que je ne veux pas mettre dans le sac à dos principal. Et puis sur le côté du sac à dos principal, on va retrouver aussi deux pochettes. Des pochettes latérales qui vont me permettre, là encore, d'organiser des éléments que je ne veux pas mettre à l'intérieur du compartiment principal, du sac à dos principal. Et si je fais ça, c'est pour avoir plus de facilité pour organiser le contenu de mon sac. En contrepartie, je rajoute du poids, puisque le sac à dos principal, c'est du matériel militaire, le sac à dos principal, le sac à dos supplémentaire, les pochettes latérales, c'est du matériel qui est fait pour aller faire la guerre et pour tenir longtemps. J'en profite pour dire que cette vidéo est réalisée en collaboration avec la compagnie qui fabrique le sac à dos, Savotta, et le distributeur en France de cette marque de sac à dos, Résilience Nordique. Ce sac à dos, il est donc atypique parce que c'est du matériel militaire. C'est du matériel militaire qui n'est pas fabriqué en Asie, mais en Finlande. Et donc, pour ces deux raisons, le lieu de fabrication et le fait que c'est du matériel militaire, le coût de ce sac à dos est vraiment énorme. Et le but de cette vidéo, c'est pas de le présenter, ce sac à dos. Je prépare une vidéo que je vais peut-être tourner juste après celle-là d'ailleurs, où je vais présenter le sac à dos. Le temps de détailler le contenu de ma dernière balade. Ensuite, je le débarrasserai de toutes les pochettes additionnelles que j'ai ajoutées. Et là, je pourrai filmer la vidéo de présentation. Alors, ce sac à dos, c'est le Cantamus 60 litres. Chez Savotta, dans la gamme Cantamus, il y a deux volumes de sac à dos. 60 litres, celui-là, sans les pochettes additionnelles, et 40 litres. Le 40 litres, il m'a l'air vraiment très intéressant aussi. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de tester le 60 litres. Pourquoi 60 litres? Parce que je suis adepte des bonnes bouffes. Je pense que vous avez dû vous en apercevoir. Et si vous découvrez cette chaîne YouTube, alors vous allez vous en apercevoir en visionnant mes autres vidéos. J'aime bien les bonnes bouffes, j'aime bien cuisiner, parfois au feu de bois, parfois sur un réchaud à gaz, et parfois, quand la situation me le permet, en habert de montagne, sur un poêle à bois ou une cheminée. Il y a des mouchillons là qui viennent me perturber. J'ai laissé mon sac de compost pas très loin et je l'ai un petit peu oublié. Il est peut-être temps que je l'apporte au
au potager. Je vous invite par ailleurs à faire un tour dans la description de cette vidéo parce que je ne vais pas détailler chaque élément en donnant la marque, le modèle et les caractéristiques, poids, dimension. Tout ça, vous allez le découvrir tranquillement dans les liens que je vais mettre dans la description de la vidéo. Dans le sac qu'on va découvrir ici, que j'ai fixé en haut avec des Grimlock et en bas avec des boucles d'accès rapide que je fixe sur les passants molly qui se trouvent autour du sac à dos. Pratique les mousquetons Grimlock. Ce petit sac à dos, c'est le Savotta Atka. Le Atka, il a un volume de 12 litres. C'est pas grand, c'est pas très grand du tout. Ce sac, il a une vocation particulière. Il me permet, une fois que j'ai déposé le sac à dos et que j'ai ou pas installé mon camp, ce sac me permet d'aller récupérer de l'eau. À l'intérieur de ce sac, pour l'instant, j'ai mon abri. C'est un tarp avec des cordelettes, des piquets, des sardines. Et je vous en ai d'ailleurs parlé il n'y a pas très longtemps de mes piquets, des sardines. Je vous mettrai un lien dans ce coin-là de la vidéo pour que vous puissiez aller voir mon système de sardines pour installer mon abri. Ce sac à dos, je le trouve donc intéressant parce que pour moi, qui aime le matériel polyvalent, il a un volume qui me permet de transporter à la fois, dans le cas présent, mon abri, mon camp, entre guillemets, mais aussi, une fois que j'ai installé le camp, de transporter mon réservoir d'hydratation de 10 litres, le MSR Dromedary, et mon filtre à eau Guardian. C'est le filtre à eau Guardian. Ce petit sac, il a un format roll top, c'est-à-dire qu'il faut enrouler le dessus du sac pour l'ouvrir, pour le fermer, et le dérouler pour l'ouvrir. Ce sac, comme je le disais, il a plusieurs fonctions. Déjà, il y a des bretelles pour pouvoir le porter sur le dos. C'est des bretelles très fines. Elles ne sont pas matelassées, il n'y a pas de rembourrage qui va permettre d'augmenter le confort de portage. L'idée, c'est qu'une fois que j'ai posé mon gros sac principal et que j'ai commencé à installer mon camp, je prends mon petit sac, je vais à la source d'eau la plus proche que j'ai vue sur mon trajet et je vais filtrer suffisamment d'eau en fonction de la durée de ma sortie. Donc, je mets ce petit sac sur mon dos, je vais récupérer l'eau et je reviens sur le camp avec suffisamment d'eau pour tous mes besoins. À l'intérieur du sac, il y a la pochette qui contient mon abri. J'ai fait une vidéo récente pour vous parler de cette pochette et de mon système d'abri. Je ne vais pas revenir dessus en détail, il n'y a rien qu'à changer. À l'intérieur, on va toujours trouver un tarp et ma petite pochette qui contient mes piquets. Et puis un petit peu de cordage de façon à pouvoir tendre mon tarp si les arbres sont un petit peu trop lointains. Donc ça, c'est pour la pochette qui contient mon abri. Dans ce petit sac, on va retrouver un petit compartiment principal relativement plat et deux compartiments ici, deux poches qui vont permettre d'organiser le matériel. Dans la première poche, mon fidèle couteau forestier, mon petit chartreux que j'ai fait réaliser par un artisan du bassin grenoblois, Laurent. Et c'est un bon petit couteau avec un gabarit qui me correspond bien. Pour réaliser ce couteau, j'avais un cahier des charges assez simple. Je voulais une lame pas trop longue, suffisamment épaisse pour avoir une bonne pénétration dans le bois quand je fends le bois en tapant sur le dos de la lame avec un bout de bois, quand je fends une bûche. Je voulais un talon dépassant, je voulais des plaquettes assez épaisses puisque j'ai des doigts assez longs. Je voulais une dépression ici sur le dos de lame qui me permette de gratter ma barre de ferrocérium, mon Fire Steel, mais aussi pourquoi pas de décapsuler une petite bière. Je voulais une émouture convexe, la dragonne, qui me permet de sécuriser le port du couteau et de prendre le couteau en bout de manche pour les coupes à la volée. Quand je dois couper un bout de bois, voilà, bout de bois, je vérifie qu'il n'y ait pas de clou parce que je ne l'ai pas préparé pour la vidéo celui-là. Quand je veux couper un bout de bois à la volée, je vais me prendre de cette façon. Et c'est bien de prendre le couteau en bout de manche parce que ça donne plus de poids au bout de la lame, plus d'inertie. Et donc c'est plus efficace de couper, on appelle ça les coupes à la volée. Et c'est un type de coupe que j'apprécie. Dans certains cas, il faut reconnaître que ça a son utilité. Dans la même poche, on va retrouver des coins d'abattage
que j'utilise en coin éclateur. J'ai quand même bien tapé dessus, mais c'est suffisamment solide. Vu comme ça, on a l'impression de voir des jouets. Non, non, c'est suffisamment solide. J'ai beaucoup tapé dessus. Quand on a passé 2 jours en cabane du Vercors avec mon pote Mike, on a abattu un arbre mort sur pied. C'était un gros sapin, bien lourd. On a bien tapé dessus avec des gros cailloux. On n'avait pas de masse. On s'en est servi de coin d'abattage du coup pour guider la chute de l'arbre. Ça a très bien fonctionné. Les coins n'ont pas bronché. Ça a l'air fragile comme ça marche très bien. Quand je vais dormir en habert non gardé, en cabane non gardée en montagne, souvent je trouve des bûches de bois bien sèches. C'est des bonnes bûches, c'est pas quelque chose que je vais bâtonner juste au couteau. Il en est capable, j'ai déjà testé, je peux le certifier, mais ça va quand même plus vite si j'utilise le couteau avec les coins d'abattage ensemble, côte à côte. Et là, en mettant les 2 coins d'abattage côte à côte, j'obtiens un coin éclateur des plus efficaces. Quel est le principe du coin éclateur? Quand tu as une bûche, voilà, cette petite rondelle de bois, on suppose que c'est une bûche. Le principe du coin éclateur, une fois que j'ai fait une fente avec mon couteau, je vais mettre le coin à l'intérieur, taper dessus, et l'idée c'est d'éclater la bûche en 2 parties. Ensuite, j'ai plus qu'à prendre chaque moitié, de nouveau fendre avec le couteau, insérer les coins éclateurs et finir. Et ça me donne rapidement et sans effort du petit bois d'allumage pour le poêle à bois de la cabane. Donc ça, c'est du matériel que j'apprécie beaucoup. Ça pèse pas grand chose et ça peut rendre bien service. Dans la deuxième poche, on va trouver ma radio. Donc c'est la Baofeng UV5R. Je suis pas du tout connaisseur dans le domaine des radios. J'ai acheté celle-là parce que ça faisait un petit moment que je voulais m'équiper d'une radio qui me permet de pouvoir appeler les secours, de pouvoir converser sur le 446. Quand on n'a pas de licence de radio amateur, on n'a qu'une fréquence sur laquelle on peut discuter, sur laquelle je peux émettre en tout cas. Je peux faire de l'écoute sur n'importe quelle fréquence. Par contre, si je veux émettre, il va me falloir une licence de radio amateur, sauf si j'utilise la fréquence 446 19 375. Le dernier test qu'on a fait, moi j'étais au chalet des Bannettes avec une autre antenne que celle-là. C'est une antenne que je maintiens pliée pour qu'elle rentre dans le sac avec des petits bouts de chambre à air. Donc j'avais pas mis cette antenne, j'avais mis cette antenne abri qui fait 1 mètre de long. Et avec cette antenne de 1 mètre, j'ai pu discuter avec lui. Donc moi j'étais au chalet des Bannettes, lui vers Aprieux, il me recevait 5 sur 5. Il y a quand même plus de 20 km de distance à vol d'oiseau. Donc ça a bien fonctionné. Et je me dis que quand il n'y a pas de réseau, la radio, elle, peut alerter les secours d'une façon ou d'une autre. Parce que oui, il y a des zones blanches en montagne. Les opérateurs ont beau nous dire que vous inquiétez pas, quand il y a des zones blanches, le 112 il passe partout. Ouais, d'accord. Vas-y, va en montagne et appelle le 112. Tu verras que ça marche pas partout. Donc voilà, ça c'est mon petit sac à dos. Une fois que j'ai sorti ce matériel, je mets à l'intérieur, elle est là. Ça, c'est une poche d'eau qui a un volume de 10 litres. Ici, elle est pliée. C'est la MSR Dromedary. Et c'est intéressant, ce type de format, parce que ça peut permettre de faire des grosses réserves d'eau, soit de l'eau sale prête à filtrer, soit de l'eau déjà filtrée. Et je l'utilise conjointement avec mon filtre à eau, qui se trouve ici. Tiens, d'ailleurs, j'ai loupé une occasion de vous faire une démonstration du sac à dos, parce que le sac à dos est équipé d'un zip latéral qui permet d'accéder à tout le contenu du sac à dos sans avoir à ouvrir le dessus du sac à dos. Ça, c'est une bonne idée. Mon filtre à eau, je le transporte dans une pochette étanche. Et pourquoi je fais ça? Le filtre à eau, il a la fâcheuse tendance à garder de l'humidité à l'intérieur. Et pourtant, le filtre à eau, c'est quelque chose qu'il faut absolument protéger contre le gel. Un filtre à eau qui gèle, dans la plupart des cas, dans la totalité des cas, c'est un filtre à eau qui est foutu et qui est plus efficace pour filtrer l'ensemble des bactéries, des virus, des protozoaires et toutes ces choses que j'ai pas envie de mettre dans mon intestin. Du coup, pour le protéger du gel, je le mets dans sa pochette étanche, même s'il est trempé.
au fond de mon sac de couchage et la chaleur émise par mon corps va le maintenir à la bonne température pour qu'il ne gèle pas. S'il fait vraiment très froid et que mon sac de couchage ne suffit pas, je le mettrai dans ma doudoune que je vais porter pour dormir. D'où la pochette étanche. Ce filtre à eau, c'est donc le Guardian de chez MSR. Et si j'ai pris ces deux éléments ensemble, c'est parce qu'ils sont compatibles. Le réservoir souple, il a une ouverture large pour le remplir, une ouverture intermédiaire pour le vider. Ce que j'aime avec ce réservoir, c'est que je peux l'accrocher à un point de fixation surélevé avec les sangles ici qui sont très solides. Même quand il est rempli à 10 litres, c'est lourd 10 kg pour une sangle comme ça, mais elle est suffisamment solide. Quand je l'accroche ouverture vers le bas, ce petit bec verseur là, me permet de viser quand je veux juste boire une tasse ou mettre de l'eau dans mon Ricard. J'ouvre le petit bec verseur, je me sers l'eau dont j'ai besoin, je referme, terminé. Et ça marche très bien. On a donc un bouchon à 3 ouvertures qui a un pas de vis compatible avec mon filtre à eau. Je visse le filtre à eau. Je fais traîner l'organe de récupération d'eau dans une flaque d'eau. Je le maintiens avec le pied si nécessaire. Dans une fontaine, dans une cascade, dans une source, n'importe quoi. Et j'ai plus qu'à pomper pour récupérer l'eau. Ça marche très bien. Donc ça, c'est pour mon système d'approvisionnement en eau. Ça fonctionne très bien. Là encore, c'est du matériel un peu haut de gamme. Il n'est pas vendu à un prix qui le rend accessible à tous. Je trouve ça dommage. Deux éléments qui permettent de répondre à mes besoins hydriques et un réservoir que je vais systématiquement utiliser pour les sorties en groupe. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de partager un bivouac avec mon pote François, des amis à lui qui découvraient le bivouac. Ça a été une bonne occasion d'utiliser mon réservoir de 10 litres pour approvisionner tout le groupe en eau. On était 5, on était 5 personnes. Avec la poche de 10 litres, chacun avait 1 litre dans le sac à dos. Ça a largement suffi. Donc un petit sac à dos que j'ai équipé d'un élastique pour pouvoir transporter ma veste imperméable ou des éléments à l'extérieur du sac à dos. C'est pas des éléments lourds. Généralement, ce sera des trucs assez légers, puisque le sac à dos n'est pas équipé de bretelles confortables, ni d'une ceinture lombaire pour le rappel de charge, pour porter le poids du sac à dos sur les hanches. Donc je vais éviter de l'alourdir. Sur les côtés du sac, on peut apercevoir 2 pochettes. Dans cette pochette, il y a tout ce qui se rapporte à la bouffe ou à la cuisine et aux soins. Ma trousse de soins, que je détaillerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Ma lampe frontale, c'est toujours la Armitech Wizard C2WR. Une lampe frontale que j'apprécie, même si elle ne fait pas partie des plus légères du marché. Elle est intéressante parce qu'elle est équipée d'une LED rouge, très puissante, qui me permet aussi bien de voir dans le noir en étant discret, en conservant ma vision nocturne, que de pouvoir alerter les secours, même si dans ce cas-là, j'utiliserai plutôt la LED blanche, qui elle aussi est très puissante. Une lampe équipée d'un interrupteur latéral et d'une batterie amovible. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que si je tombe en rade de batterie, j'ai qu'à en mettre une autre. C'est différent des lampes qui ont une batterie intégrée, où tu es obligé de la recharger pour pouvoir t'en servir quand elle est vide. C'est intéressant aussi, puisqu'en général, ce type de lampes qui ont des batteries internes, j'en ai une là justement, que je fixe à l'intérieur du sac. Elle me permet de voir l'intérieur du sac, d'éclairer l'intérieur, comme on le ferait quand on ouvre le coffre d'une voiture. Il y a une petite lampe veilleuse qui permet de voir le contenu du coffre. L'idée, c'est de voir le contenu du sac, même en rouge si besoin, de façon, encore une fois, comme avec ma lampe frontale, de conserver ma vision nocturne. Donc ça, c'est une petite lampe qui se recharge en USB-C, mais qui n'est pas équipée d'une batterie amovible. Donc quand elle est vide, pour pouvoir m'en servir, il faut que je la recharge. La vocation de cette lampe, si j'ai fait le choix de cette lampe qui n'a pas une batterie amovible, c'est juste pour éclairer l'intérieur du sac à dos. Quand j'ouvre le sac en grand et que je veux accéder à un élément rapidement. Donc je n'ai pas besoin d'avoir un truc qui a une longue durée de vie. Elle éclaire suffisamment longtemps, en plus elle est équipée d'une pince type pince à linge. Elle a un aimant aussi si je dois la fixer sur quelque chose de métallique.
Et voilà, elle est basique. Elle est basique. C'est une bonne petite lampe, c'est Workos qui fait ça. Le modèle, c'est la HD03. C'est pas forcément une lampe que je vous recommanderais parce qu'elle est un peu particulière. C'est une lampe qui fait sapin de Noël. Elle a plein de LED de toutes les couleurs ici. Et elle a des modes d'éclairage qui permettent vraiment de la transformer en guirlande lumineuse, quoi. Je vois pas trop l'utilité d'avoir autant de couleurs de LED sur une lampe. Dans la poche latérale, donc, on va retrouver tout ce qui a rapport à la bouffe, mais pas que. C'est un volume généreux puisque chaque poche latérale a un volume de 8 litres. Donc si on les ajoute au volume de 60 litres du sac, on arrive à un volume de 76 litres que j'ajoute au petit sac à dos qui fait 12 litres. Donc on arrive à un volume de 88 litres, ce qui est énorme. D'autant que dans le capuchon du sac à dos, j'ai aussi 12 litres de volume. Donc si je mets tout bout à bout, j'ai minimum 100 litres de volume. Et pourquoi je dis minimum? Parce que le sac à dos, le Cantamus, il est équipé d'une fermeture au format roll top. Donc une fois que j'ai fait mes 3 tours, on peut voir qu'il y a encore toute une partie utilisable ici. Alors ça, c'est mes infusions. C'est de la brisure de bonbons. C'est la confiserie des Hauts-de-Vosges qui fait ça. Et celle-là, je l'apprécie particulièrement parce qu'elle dégage les bronches. Donc là, c'est de la poudre de bonbons. On va retrouver de l'eucalyptus, du sapin, des Vosges, du réglisse anis, la briquette, le coquelicot, la bergamote et du miel. Et ça, les amis, c'est bon. Pour rappel, la confiserie des Hauts-de-Vosges, c'est ceux qui font ces sachets d'infusion de brisure de bonbons. Ça, c'est les premières infusions que j'ai découvertes. À la mûre, à la framboise et à la myrtille. Ces sachets font 250 grammes. Et ensuite, j'ai plus qu'à compartimenter en fonction de mes besoins. Et c'est bon les infusions de bonbons. Mais pour ça, je pense que vous vous en doutez. Dans cette petite pochette, alors ça, c'est ma pompe à matelas. Puisque quand je dors quelque part, j'utilise un matelas gonflable. C'est une minuscule pompe électrique équipée d'une batterie interne. C'est une pompe qui est rechargeable en USB-C et qui est équipée aussi d'une lanterne. Alors cette pompe, elle est bien pratique parce qu'elle gonfle le matelas à ma place. Puis en plus, elle envoie de l'air sec. Ça m'évite de souffler dedans, de mettre de l'humidité et de créer de la moisissure à l'intérieur du matelas qui va inévitablement affecter ses performances isolantes. Sauf qu'elle est bruyante, elle est très bruyante. Elle émet un sifflement. Et quand tu es tranquille en forêt, posé comme ça, en train de boire ton infusion, et que tu te dis, allez, j'ai pas envie de gonfler mon matelas, je vais mettre la pompe, waouh! Bah, le calme de la forêt est instantanément troublé, hein, tu peux me croire. Donc c'est une lampe intéressante, c'est une pompe intéressante parce qu'elle est équipée d'une lanterne. Donc je la suspends avec une corde. Voilà. Et puis ça me permet d'avoir un éclairage d'appoint. Un petit bout de serviette microfibre. Je ne sais plus où j'avais acheté ça, à Decathlon. Je l'ai recoupé parce que j'avais pas besoin de la serviette entière. Moi, je voulais juste faire un torchon de cuisine. Donc ça, c'est bien pratique pour sécher mes divers éléments avant de les ranger. Les éléments auxquels je pense dans cette petite pochette pour sardines, ça c'est fait en France par Florent de French Light Outdoor. C'est une pochette où on est censé mettre les piquets de la tente. Et moi, je mets mes couverts à l'intérieur. Une cuillère à soupe, une fourchette. On n'est pas dans l'ultra light là, hein. Ça, c'est mes couverts de cuisine. C'est des couverts Ikea. C'est tellement solide que j'ai pas envie de les remplacer par quelque chose d'ultra léger. On va retrouver ce magnifique Opinel numéro 12, modifié par Antoine, un abonné. Il me l'a offert il y a quelques années. C'est un couteau que j'apprécie beaucoup, aussi bien pour cuisiner que pour simplement couper du saucisson, du fromage, des tranches de pain à la noix. Et puisqu'on est chez Opinel, mon économe pliant de chez Opinel, évidemment. Quand on cuisine, c'est bien pratique d'avoir un économe.
Dans cette pochette, j'ai ma tasse, une tasse qui a un volume de 750 ml. C'est une tasse en titane. C'est pas indispensable d'avoir une tasse en titane. Les propriétés thermiques de l'acier inoxydable sont supérieures au titane. Alors certes, ça pèse plus lourd, mais je crois que si je dois alléger quelque chose dans le sac à dos, je ne commencerai pas par la tasse. Alors dans cette tasse, on va retrouver 2 bonbonnes de gaz Décathlon de 100 grammes. Pourquoi je mets 2 bonbonnes? L'idée, c'est de passer à la deuxième quand la première est vide. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre idée. Elles sont un tout petit peu plus basses que les MSR ou les Jetboil. Et du coup, ça me permet d'en stocker 2 dans ma tasse. Juste, je mets un petit bout de chiffon microfibre pour éviter que le cercle en acier de la cartouche, qui est au niveau du sol dans l'humidité, qui finit inévitablement par rouiller, se retrouve au contact de l'intérieur de ma tasse, parce que j'ai pas envie d'avoir de la rouille dans ma tasse. Ça fait quelques années que je l'ai, comme vous pouvez le voir, elle a goûté au feu de bois déjà un paquet de fois, que ce soit sur un feu de camp directement au sol ou sur un réchaud à bois. Et alors, si j'empile 2 cartouches Jetboil ou MSR, je ne peux plus fermer la tasse. Là, je peux. C'est le couvercle est déformé par la chaleur, donc il me fait mentir. Mais la tasse tient fermée sans problème. Juste à noter que les cartouches de gaz Décathlon, elles sont pas toutes fiables. J'ai déjà eu des problèmes pour maintenir mon réchaud allumé. Alors mon réchaud, il est juste à côté normalement. Il est là. C'est pas le réchaud qui déconne, c'est les cartouches de gaz, puisque je l'utilise fréquemment avec des cartouches Jetboil que je re-remplis moi-même. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques années pour vous présenter la valve qui permet de remplir mes mini cartouches de gaz en utilisant des grosses cartouches de 400 grammes, 450 je sais plus. Ce réchaud, je l'apprécie beaucoup parce qu'il est équipé d'un flexible. Et ce qui est bien avec un réchaud équipé d'un flexible, c'est que le centre de gravité du réchaud est plus bas. Donc ça me permet de mettre des gros contenants. Je pense à ma grosse marmite en titane de 3 litres. Je peux poser la marmite dessus et me faire bouillir une potée, des dios ou des pâtes, du riz, n'importe quoi, en ayant un centre de gravité plus bas. Et ce que j'aime avec ce réchaud aussi, je ne sais pas si elle est à portée de main. Ouais, je crois qu'elle est là. Ça, c'est ma petite grille Stabilotherm. Elle est compatible avec le réchaud. Je me suis équipé de ce réchaud flexible déporté, donc qui est plus bas qu'un réchaud traditionnel, puisque la cartouche de gaz n'est pas sous le réchaud, elle est ici, parce que il y a quelques années, en allant dormir dans le Vercors avec des potes, au petit matin, on a fait une pause café avec ma grande cafetière Bialetti, la Moka 12 tasses, je crois. Vraiment une grande cafetière Bialetti. Et sur le réchaud, elle n'était pas très stable, parce qu'elle a un format hexagonal un peu particulier. Bon, donc elle n'était pas hyper stable sur le réchaud. Et je me suis dit, ça peut être bien d'y mettre une petite grille. Sauf que si tu mets une grille sur un réchaud traditionnel, la grille, elle va être au-dessus comme ça. Donc tu ne gagneras pas en stabilité. L'idée de cette grille, ma table me fait mentir, c'est d'apporter plus de stabilité, de façon à poser un contenant lourd au-dessus du réchaud. Le contenant ne sera pas au contact du réchaud, mais ce n'est pas dramatique. La chaleur, elle, atteindra le contenant. Alors certes, ça commence à faire lourd. Un réchaud avec un flexible, une grille en acier inoxydable, qui est plutôt faite pour mettre au-dessus d'un feu de bois et mettre quelques jolies saucisses par-dessus. Mais c'est un système que je trouve pas mal quand j'ai pas beaucoup de marche, avec un dénivelé acceptable. Mais un sentier pas trop accidenté non plus. Un réchaud inflexible équipé d'un système d'allumage piezo. Quand j'oublie mon briquet ou mon fire steel, il faut reconnaître que c'est pratique d'avoir un moyen de faire une flamme fiable, parce qu'il est fiable. 2 petites tasses pour organiser le contenu de mes aliments. Donc ça, c'est les tasses Fold Cup qui sont pliantes. Elles, ça fait très longtemps que je les ai. Je m'en sers depuis plus de 10 ans. La petite, là, ça fait 2 ans à peu près que je m'en sers. Celle-là, elle a vraiment fait partie des premiers trucs que j'ai achetés vers 2012-2013. Et elle m'a jamais quitté. J'en ai une autre du même format, 600 ml, de couleur kaki. La couleur, on s'en fout à la rigueur. Et alors, ces petites tasses, elles me permettent d'organiser mes aliments que je vais cuisiner.
quand je coupe ma gousse d'ail, je mets l'émincé de gousse d'ail dans la petite tasse. Quand je coupe mes oignons, je les mets dans la grande tasse. Mais je peux utiliser ça pour autre chose que pour la nourriture. Quand je veux lancer mon feu et que je fais des copeaux de bois, je mets le bout de bois dans la tasse, je racle avec mon couteau, en faisant attention de ne pas couper les bords que je vais porter à la bouche, et ça me permet de concentrer les copeaux à un seul endroit, et loin de l'humidité du sol. Donc 2 petites tasses qui sont compatibles entre elles, qui permettent de prendre très peu de place dans le sac. Si besoin, je peux même mettre mon chiffon à l'intérieur. Et on est bien là. Là, on est bien. Quand je passe du temps avec les copains, je me sers de ces tasses, la petite pour boire le Ricard et la grande pour mettre des fruits secs pour l'apéritif. Là, j'ai justement 2 sachets de cacahuètes sous vide, des cacahuètes nature grillées et des cacahuètes barbecue. Donc je les mets sous vide moi-même avec un soude sac que j'ai acheté à Lidl il y a longtemps, bientôt 10 ans, qui fonctionne très bien. Ça, c'est des boissons chaudes lyophilisées. Donc ça, c'est du dépannage uniquement. On va retrouver un cacao. Alors ça vient d'une ration militaire. L'Ami France, valable jusqu'en 2028. Cacao lyophilisé, dans lequel on va aussi retrouver le lait. Tu mets juste de l'eau chaude dedans et tu as un cacao au lait. Vive les rations militaires. Des chasseurs alpins, pas les machins en carton là. Des sticks de café soluble et puis du sucre. Une assiette Koupilka qui me sert aussi bien à préparer ma cuisine, couper le saucisson, le fromage, mes légumes, préparer ma viande, que d'utiliser ça comme un plat à servir. Quand je fais une rando avec les copains, certes, ça fait son poids, c'est pas si lourd que ça non plus, et ça me permet d'organiser quelque chose. Par exemple, je mets ma miche de pain à la noix, je coupe, d'ailleurs on peut voir qu'elle a bien servi pour couper, donc quand je cuisine, typiquement, c'est comme ça que je vais faire. Je la mets en long pour pas être gêné par le rebord. Puisqu'on part du principe que je prends toujours de la bouffe, mais on part du principe aussi que là où je vais me balader, c'est un milieu naturel, donc je peux être amené, on imagine par exemple un cas de figure où je suis immobilisé parce que je me tords la cheville, ou je me fais mal à la jambe, je suis immobilisé, je reste sur place, et je peux rester sur place 24 heures, le temps de passer un coup de fil, que ma famille vienne me récupérer, ou que les secours arrivent jusqu'à moi, je peux être immobilisé sur place un certain temps. Mais pour combattre le froid, je vais m'habiller correctement, mais à un moment donné, il faut quand même dégager de la chaleur de l'intérieur. Donc, même si je prends de la bouffe, dans mon sac à dos, j'ai toujours de la bouffe en dépannage. Donc ça, c'est vraiment de la réserve. C'est du au cas où. Donc j'ai choisi des plats lyophilisés. Le premier plat, il fait 970 calories et il a 36 grammes de protéines. Le deuxième plat, c'est le porc à l'effiloché de chez Réal. Il n'est pas hyper calorique, celui-là, il fait 452 calories pour 17 grammes de protéines. Donc voilà, avec ces 2 plats, les cacahuètes et des soupes lyophilisées Roico. C'est pas les meilleurs du marché, mais en dépannage, c'est toujours intéressant. Si vraiment j'ai envie d'un truc chaud et réconfortant, et qu'il est 9h ou 10h du soir, je ne vais pas me faire un café ou un chocolat chaud, je vais me faire une soupe. Donc c'est toujours bon à avoir au fond du sac en cas de besoin. Dernier outil que j'aime bien utiliser en forêt, une scie pliante. C'est un des éléments qui m'a fait défaut. Parce que certes, les Silky font partie des scies pliantes les plus efficaces aujourd'hui disponibles sur le marché. Mais même si c'est incomparable, j'ai encore plus efficace. Une scie à cadre. Ça, c'est ma Agawa Boreal 21. Elle paye pas de mine comme ça, mais c'est une scie à cadre. C'est beaucoup plus efficace que les scies pliantes. En fait, ça scie aussi bien en poussant qu'en tirant, alors que la scie Silky, elle scie en tirant. Elle va évidemment retirer un petit peu de bois en poussant, mais il ne faudra pas forcer pendant la coupe. Alors qu'avec ça, je peux forcer comme un bourrin. Je sais que je ne prends pas le risque de tordre la lame. La lame étant sous tension quand le cadre est monté, je prends très peu de risques.
Et puis avec cette scie, je fatigue moins vite qu'en utilisant la scie pliante. Et puis bon, dernier détail intéressant aussi, les lames, on peut les trouver facilement et pas cher en magasin de bricolage chez Bako. Il y a un Bricorama pas loin de chez moi. On trouve les lames pour la Hagawa, pour la Boreal 21, puisqu'elle existe en 3 longueurs de lame. Les lames pour la Boreal 21 se trouvent dans la marque Bako et elles coûtent quelque chose comme 5 €. Je me souviens plus. Enfin, c'est vraiment pas cher. Et donc ça, c'est une scie qui remplacera avantageusement, même si elle est 2 fois plus longue, qui remplacera avantageusement la Silky à ma prochaine sortie. Surtout si je dois couper du bois sous la pluie, les conditions météo que j'ai eues pendant ma dernière sortie, c'était pas franchement agréable. J'étais content d'avoir du matériel fiable, des vêtements bien chauds, d'autant que j'ai fait la balade avec mon t-shirt à manches courtes en laine fine, en laine mérino, et puis par-dessus, ma chemise Sasta, qui est elle aussi en laine. Donc c'est une chemise intéressante, certes basique, quoiqu'elle est équipée de 2 poches de poitrine, donc ça permet de transporter du matériel qu'on veut vraiment garder près du corps. Ça reste une chemise basique, mais je l'apprécie parce qu'elle est fine, elle est chaude, elle est douce. Et c'est toujours intéressant quand les conditions météo sont un petit peu rudes avec le corps, d'avoir un vêtement doux comme ça, qui tient chaud. Donc j'avais mon t-shirt à manches courtes, puis par-dessus la chemise à manches longues, et puis ma casquette, ma nouvelle casquette, équipée d'un rabat de protection, un rabat coupe-vent, pour protéger les oreilles et un petit peu plus l'arrière de la tête. La casquette que je porte actuellement, c'est celle dont je vous parle déjà depuis des années. Celle-là, je l'ai achetée l'année dernière. C'est Outdoor Research qui fait ça. Et c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Ils font vraiment des produits intéressants. Et alors, si j'ai remplacé la crambe, qui est aussi équipée d'une protection pour les oreilles, toujours appréciable, si j'ai remplacé cette casquette par la Outdoor Research, c'est parce que celle-là, elle me comprime le crâne. Elle n'est pas tout à fait à ma taille. Je n'ai pourtant pas une grosse tête, je n'ai pourtant pas de cheveux, mais ça joue. La Outdoor Research, elle est un petit peu plus à ma taille. Et surtout, elle est facile à mettre en boule pour ranger dans la poche du pantalon quand j'ai trop chaud. Parce que comme on le sait, quand tu as chaud, retire ton bonnet, retire ton chapeau. Quand tu as froid, remets ton chapeau. Quand je marche et que je transpire, je retire le chapeau, dans l'occurrence la casquette, et la température de mon corps se régule assez bien par la tête. Un élément que je range dans cette pochette, ça c'est la pochette de mon matelas gonflable, et cet élément, c'est un gant à barbecue. Ça coûte 10 balles, on doit même trouver ça moins cher, et ça marche très bien pour protéger les mains contre la chaleur. Donc quand je cuisine sur un feu de bois ou que je veux manipuler quelque chose dans le feu, je ne vais pas utiliser mes gants en cuir qui ne sont pas faits pour, en plus c'est coûteux, les gants en cuir, les jolis gants en cuir. Je vais utiliser un truc comme ça qui est fait pour résister à la chaleur. Il y a des inserts en caoutchouc pour manipuler quelque chose dans le feu, donc j'ai du mal à le ranger dans le sac. Donc je le mets dans une pochette qui glisse, et là j'ai beaucoup moins de mal à le ranger dans le sac. Donc ça c'est pour la première poche latérale. On voit que cette poche elle est équipée ici d'un compartiment plat et d'un crochet pour accrocher avec un mousqueton ou de la cordelette des éléments que je ne veux pas qui tombent au fond de la pochette. Deuxième pochette, ça va être la protection contre les intempéries. Donc on va avoir une veste de pluie. Ça, c'est ma vieille veste Forclaz. Voilà, rangée dans sa capuche, comme d'habitude. Une petite veste que je trouve intéressante. Elle est c'est juste une membrane imper-respirante. Donc, si je la trouve intéressante, c'est parce qu'elle est relativement bien conçue. Donc, une veste équipée de zip de ventilation au niveau des aisselles. Ça, c'est vraiment pratique pour permettre à l'humidité émise par le corps, par la transpiration, de s'évacuer. Et puis, dans la capuche ici, un bout de tissu qui va permettre d'emprisonner la visière de la casquette pour toujours guider la capuche au bon endroit.
même si je tourne la tête d'un côté ou de l'autre. Le gros défaut de cette veste, c'est les pattes auto-agrippantes ici qui ne sont pas assez longues. Et quand je porte, même avec ce pull, je suis obligé de les serrer à fond, vraiment au taquet ici. Et il y a un tout petit bout de velcro, finalement, qui accroche. Moi, j'aurais préféré que le velcro soit plus long, qu'il fasse vraiment le tour, de façon à vraiment pouvoir les serrer. J'ai pas des poignets très épais, donc la veste fait pas le taf de ce côté-là. Donc ça, c'est pour ma membrane imper-respirante pour le haut du corps. Pour le bas du corps, j'ai un surpantalon en Gore-Tex de l'armée française. Ça marche vraiment très bien. Et comme c'est du matos militaire, réformé, ça coûte vraiment pas grand-chose. Et puis, les guêtres. Élément indispensable. Quand il pleut fort, quand tu sais que tu vas marcher dans le maquis et qu'il y a des hautes herbes, les guêtres. Avec le surpantalon imperméable, s'il y a de la neige, je dirais que les guêtres, c'est vraiment indispensable. Le surpantalon, on peut s'en passer. On aura quand même les jambes du pantalon qui vont être trempées, donc c'est pas hyper agréable. Les guêtres, par contre, c'est vraiment le truc indispensable, qui ne sort plus de mon sac à dos. On peut voir mes bâtons de marche ici. Donc c'est mes bâtons Lacal. C'est ceux qui sont compatibles avec la chaise pliante, qui est équipée d'une toile et d'une structure qui utilise les bâtons de marche pour faire les pieds arrière de la chaise. Et du coup, c'est une des chaises les plus légères du marché, mais que je ne prends pas quand je vais me poser en forêt, puisque quand je vais en forêt, j'ai toujours la possibilité de m'asseoir au sec sur une toile ou autre. Le bambou qu'on peut apercevoir ici, c'est mon bouffadou. Ça sert à attiser les braises du feu quand il commence à faiblir ou quand la pluie est trop forte sur le feu. Non, la pluie ne va pas éteindre mon feu. À moins d'avoir vraiment un seau d'eau qui se déverse du ciel, mon feu ne va pas s'éteindre instantanément. La pluie va affaiblir mes braises, certes, mais elle ne va pas éteindre mon feu. Ce sac à dos, il est donc équipé d'un capuchon qui a un énorme volume de rangement. Dans ce capuchon, je vais mettre un sursac que j'ai acheté séparément du sac à dos. C'est un énorme sursac qui peut protéger un sac de 100 litres. Un sursac équipé de sangles avec des boucles en plastique pour vraiment le maintenir sur le sac à dos quand il y a du vent. Parce que les sursacs classiques, si le vent s'engouffre dans un interstice du sursac, alors il peut faire s'envoler le sursac et je le perdrai. Donc un côté EPI, type équipement de chasse, et un côté argenté, type couverture de survie. Pourquoi pas? Moi je m'en sers de sursac pour la pluie, je m'en sers de système de signalisation, je m'en servirai si je suis en position de secours, pour alerter les secours. Je l'ai systématiquement dans mon sac de montagne, pour l'hélico du PGHM. Dans le capuchon, on va retrouver aussi deux sangles, des sangles très solides que j'ai reliées entre elles. Non, cette fois je ne les ai pas reliées. C'est Savota aussi qui fait ça. C'est des sangles très solides qui vont permettre de fixer quelque chose au sac à dos, sous le sac par exemple, quelque chose de volumineux, ou de transporter mes bûches quand je vais les scier loin du camp. Quand je pose le camp, je vais marcher aux alentours pour trouver du bois sec. Si je trouve un arbre mort sur pied, je vais le débiter en utilisant ma scie. Une fois l'arbre tombé, je le débite en bûche, au bon format. Si je n'utilise pas un réchaud à bois, si je fais un feu de bois directement au sol, je peux prendre des longues bûches. Si j'utilise un réchaud à bois, je vais faire des bûches un petit peu plus courtes. Une fois l'arbre débité en bûche, je vais venir serrer ça autour des bûches. Je prends les deux et j'ai un système de transport de bois qui est très fiable. C'est pas le plus confortable, mais c'est toujours mieux que de porter des kilos et des kilos de bûches comme ça sur mon joli pull en laine, au risque de l'abîmer. Un capuchon équipé d'un généreux volume de rangement, dans lequel on va pouvoir mettre toutes sortes de choses, mais je vous recommande de ne pas mettre des éléments trop lourds dans le capuchon. On va rester sur du léger. Le capuchon, il est équipé d'une toute petite poche ici, avec un anneau en D, pour mettre les clés de la voiture par exemple.
je me gare au parking en bas de la rando, je mets mes clés ici, je ferme la voiture, je ferme et je suis serein. Je peux faire ma rando, j'ai rien qui me gêne dans les poches. Et puis de toute façon, si je dois mettre des éléments dans les poches, je vais plutôt les mettre dans mon petit sac banane. Ça, c'est aussi Savota qui fait ça. Ça commence à ressembler à un écosystème Savota. Mais j'y peux rien, j'aime beaucoup leurs produits. Ils font des produits vraiment sympas, assez innovants. C'est pas les plus techniques du marché, c'est loin d'être les plus légers, c'est loin d'être les plus abordables en termes de tarifs. Mais j'aime bien leurs équipements. J'ai acheté ça l'année dernière avec une autre pochette qui est derrière l'appareil photo là. Et c'est une pochette que j'apprécie bien parce qu'elle a un bon volume, 2 litres je crois, quelque chose comme ça. Non, 1,5 litre. Et ça me permet d'organiser le contenu que je transporte normalement dans mes poches. Ça me permet de marcher plus confortablement que si j'avais des trucs dans les poches. Le petit chiffon pour nettoyer l'objectif du téléphone portable. Quand je veux faire une photo d'un écureuil qui est en train de traverser le chemin par exemple. Un gel caféiné qui s'appelle Coup de Fouet, qui porte bien son nom. Un autre gel caféiné, une pâte de fruits, 2 pâtes de fruits. Là je suis gourmand moi. Mais ça, c'est un apport en sucre et en caféine qui peut vraiment changer la donne. Les gels caféinés, typiquement, c'est quand je suis en bas d'une montée et que je sais que je vais en baver. Je prends le gel caféiné, j'attends 5-10 minutes et ça me fait l'effet d'une bonne nuit de sommeil. Ça ne me fait pas le même effet que le café. Le café, ça va me faire taper un petit peu le cœur. Ça va me réveiller, mais ça va m'exciter par la même occasion. Là, c'est un mélange de substances qui permettent de réveiller mon organisme comme si j'avais eu une bonne nuit de sommeil. Ça fonctionne super bien ça. Un petit briquet bic que j'utilise très peu, puisqu'à côté on va aussi retrouver mon Firesteel, ma barre de ferrocérium. C'est la coupe Ilka avec son grattoir. Un grattoir efficace, même si j'aurais tendance à préférer utiliser le dos de mon couteau, mais ça fonctionne bien. Firesteel, c'est rigolo à utiliser et ça peut dépanner en cas de besoin. Si vraiment le briquet a eu un problème, une avarie, s'il est cassé par exemple, je suis content d'avoir le Firesteel. Et si par hasard j'ai plus de briquet et plus de Firesteel, le réchaud à gaz que j'ai choisi, il a un système d'allumage piezo qui est suffisamment fiable d'après ma propre expérience en tout cas. Dans cette petite pochette, on va retrouver un flacon de gel hydroalcoolique, une petite pince, parce que des fois en forêt on fait des trouvailles pas forcément joyeuses, comme des vis ou des clous plantés dans les arbres. Et je peux avoir besoin de ces ressources pour fabriquer du mobilier, donc un petit banc par exemple, ou réparer un banc dans une cabane. Donc ça peut être bien de récupérer des éléments. Dans la poche plate ici, de l'écorce de bouleau, on a de l'écorce de bouleau épaisse. Ça, c'est récupéré sur des vieux bouleaux morts qui sont couchés au sol. Et ça, c'est de l'écorce de bouleau fine que je récupère sur les jeunes bouleaux. Puisque le bouleau, c'est un arbre. Tout au long de sa vie, son écorce pèle et donc l'écorce tombe. Tu as juste à ramasser l'écorce, tu la mets à sécher et ça te donne un allume-feu vraiment efficace. Un allume-feu naturel, gratuit et vraiment efficace. Et pour terminer, des petits fagots de corde. Parce que la corde, c'est un élément tellement polyvalent que ce serait dommage de ne pas en avoir un petit peu sur soi. Ici, vous pouvez apercevoir le tube de mon réservoir d'hydratation. Le réservoir d'hydratation, c'est ce qui remplace la gourde. Et dans mon cas, j'utilise toujours le même matériel depuis 2012 ou 2013. Je ne sais plus précisément quand je l'ai acheté, mais ça fait déjà un paquet d'années. C'est la poche souple de chez Source. C'est le modèle WXP 3 litres qu'on va retrouver ici. Une fois desserré les sangles de rappel de charge des bretelles d'épaule, alors moi mon réservoir d'hydratation je ne le mets pas dans le sac, je ne le fais pas sortir par les orifices prévus pour. Je le mets là où il y a le cadre en aluminium. Vous pouvez le voir d'ailleurs, mon réservoir il est fixé là. Et si je le range dans ce compartiment plutôt qu'à l'intérieur du sac, c'est pour pouvoir y accéder rapidement. Quand je filtre de l'eau, mais comme ça je remplis directement le réservoir et je n'ai pas besoin d'ouvrir le sac.
Si je suis sous la pluie, ça change la vie. C'est vraiment un système que je trouve adapté à mes besoins. Ensuite, je remets la sangle de rappel de charge et c'est reparti pour un tour. Dans ce compartiment-là, Sabota a mis un petit bout de mousse pour amortir le sac à dos au contact du dos. Et c'est aussi un bout de mousse, comme on peut le voir, sur lequel je m'assois quand je suis au coin du feu. D'ailleurs, là, il a pris une petite braise qui lui a moyennement plu, mais c'est pas très grave. C'est du matériel pratique, c'est fait pour fonctionner. Donc sur cette bretelle, le tube du réservoir d'hydratation. Alors, si je ne mets pas le bout de mousse, ici, je serai en contact direct avec la poche souple de mon réservoir d'hydratation. Ça fonctionne, sauf que la chaleur de mon dos va être transmise à celle de l'eau, et puis par convection, l'eau va refroidir au contact du vent, donc ouais, ça va être compliqué. Donc la mousse, c'est pas trop mal pour ça. En plus, elle est hydrophobe. Je sais que quand je vais m'asseoir dessus, mes fesses vont rester au sec. Sur l'autre bretelle d'épaule, on va retrouver ici la fixation de mon appareil photo. C'est la Peak Design. Ici, une petite pochette de ceinture avec, là encore, des petits snacks. On va retrouver encore un gel caféiné. Une barre de céréales caféinée. C'est Isostar qui fait ça. Une barre de chocolat, chocolat noir. Un paquet de mouchoirs protégés de l'humidité dans un ziploc. Une poignée d'amandes. Et mon mousqueton qui me permet d'attacher mon sac à dos à un arbre pour le protéger du sol. On va passer aux choses sérieuses. Une fois ouvert le sac à dos, à l'intérieur on va retrouver des gants en cuir. Ça c'est des gants de protection contre le froid. Et c'est Outdoor Research qui fait ça. C'est pas des gants que je prends systématiquement, puisque j'ai déjà les surgants en Gore-Tex. Ça c'est fait pour les pires conditions. C'est fait pour quand je dois bricoler. Je peux utiliser la scie en portant les gants militaires. Je peux marcher avec les bâtons de marche. C'est vraiment fait pour. Les gants en cuir, c'était un achat compulsif parce que je les trouvais jolis. Et qu'à l'époque où je sortais en forêt, j'utilisais des gants en cuir, des gants de pompier, qui n'étaient pas doublés. Ceux-là sont doublés, donc ils tiennent chaud. Je les ai équipés d'un petit mousqueton. Et il faut reconnaître que le cuir, ça peut être pas mal. Quand je ramasse des châtaignes, que je prends les bogues directement à la main, ça marche pas trop mal contre les piqûres. Les gants militaires pour les bogues de châtaigne, ça va faire le taf aussi, mais ils ne sont pas faits pour. C'est pas du cuir, donc ça risque de piquer les doigts aussi. Mais ça commence à faire pas mal de gants. Ça commence à faire pas mal de paires de gants dans le sac. Il y a le gant qui permet de prendre les trucs sur le feu, le gant à barbecue, les surgants imperméables. Alors, les gants en cuir, si je les traite avec de la graisse, je vais les imperméabiliser. Mais d'origine, ils ne sont pas imperméables et ils ne sont pas faits pour. Donc ce sera à moi de faire en sorte de les imperméabiliser. Les gants en Gore-Tex, ils sont faits pour. Donc ouais, ça va être compliqué. Si je dois raisonner en termes de besoins et mettre une paire de gants imperméables, une paire de gants en cuir et une machin, on finit plus. Dans la vidéo de ma balade, vous avez pu apercevoir mes collines qui avaient changé de couleur avec les magnifiques couleurs de l'automne. Pour survoler mes collines, j'ai utilisé le drone. Et le drone, je l'ai transporté dans le sac à dos, évidemment. Hop, une pochette anti-choc pour transporter mon drone. Parce que un appareil électronique, c'est fragile. Une pochette pour transporter la télécommande. Et une pochette pour transporter une batterie additionnelle. Et là, ça commence à en faire du volume. Ça commence à faire lourd. Enfin, lourd, volumineux, et effectivement, c'est un peu lourd. D'autant que j'ai aussi une petite pochette pour l'électronique. Donc celle-là est protégée des infiltrations d'eau. C'est une pochette étanche avec une batterie qui va me permettre de recharger mon téléphone,
la lampe frontale et les appareils que je vais utiliser. Et ma radio aussi, ma radio Baofeng. Je l'ai équipée d'une batterie rechargeable avec un port directement accessible ici. Donc si je veux la recharger, je vais passer par le câble et puis ma batterie nomade. Une batterie qui a une capacité de 20 000 mAh. Et tout ça, ça commence à en faire de l'appareillage électronique. Mon sac à bouffe, le sac Savota. Donc ça, c'est un sac complètement respirant. Ce qui veut dire que quand je mets des fromages qui puent à l'intérieur, c'est tout le sac à dos qui pue le fromage. C'est un sac que je trouve bien pratique, je l'aime beaucoup. Là pour l'instant, j'ai juste mes 2 boîtes d'infusion à base de brisure de bonbons. Mais c'est un sac dans lequel je mets mes légumes, mes fruits, ma boîte d'œufs, mon pain, toutes sortes de choses. Une fois fermé, j'obtiens un crochet que je peux facilement suspendre à un arbre. Tiens, là par exemple. Et ça me permet de protéger ma nourriture contre les renards, les rongeurs, toutes sortes d'animaux qui vont se faire un malin plaisir de dégommer mes fromages de la halte fermière. C'est inévitable. C'est déjà arrivé. C'est pour ça que je suis passé sur ce type de contenant. Pourquoi un contenant complètement ventilé, avec un tissu mèche qui laisse vraiment passer l'air? Parce que la bouffe, ça a besoin de respirer. Je ne vais pas mettre ça dans un sac étanche, ma bouffe. Sinon, les légumes vont être rabougris, mes champignons de Paris vont être rabougris, mes fromages ils vont macérer. Enfin non, c'est pas jouable. Donc je préfère passer par un sac comme ça qui est bien ventilé. Et ça fonctionne très bien. Dans mon sac à dos, j'ai un sac étanche. Voilà, un grand sac étanche. Quand je dis étanche, je pense étanche à l'immersion. C'est pas que pour le protéger de la pluie. C'est vraiment pour protéger mon drone, ma radio, tout ce qui a besoin d'être protégé de l'humidité. Je le mets dans ce sac étanche et je sais que je peux l'oublier. Je sais qu'il risque rien. Donc c'est toujours mon vieux sac étanche Exped que j'ai acheté il y a 4 ou 5 ans, il me semble. Ça fonctionne pas trop mal, même s'il commence à montrer des signes de fatigue. C'est la bande thermocollée qui montre des signes de fatigue. Donc je vais la renforcer avec du scotch. Je pense utiliser du bon gros scotch comme ça par exemple. Ça marche bien. J'ai modifié 2 ponchos Savota que j'ai eu il y a déjà pas mal d'années, qui n'étaient pas traités contre... Ils n'avaient pas de bande thermocollante au niveau des coutures. Je les ai modifiés avec du ruban adhésif comme ça et ça fonctionne parfaitement bien. Donc dans cette pochette étanche, on va retrouver tout ce qui est censé aider mon corps à maintenir sa température. Donc un bonnet. Pourquoi il est couleur camouflage? L'idée c'est de pouvoir aussi observer les animaux avec. Donc un bonnet de chez Outdoor Research. Vous allez croire que je suis fan de la marque. Un cache-cou que j'utilise aussi l'hiver à vélo. Donc il a un compartiment ici plus fin pour laisser évacuer la vapeur. Et puis un cache-cou bien épais, en laine mérino, mais bien épais. Ça fait la différence, ça marche bien. Si je dois bivouaquer, comme ça m'est arrivé, à la Belle Étoile, et qui fait moins 10 degrés. Bon, commence à faire un peu frais là, moins 10, moins 12. Mais je vais utiliser ce type d'équipement, et puis mon gros sac de couchage, que j'ai utilisé justement au dernier bivouac, mon Carinthia Défense 4. C'est un excellent sac de couchage, mais qui n'est pas adapté à toutes les situations. C'est vraiment un cocon de chaleur qui ne craint pas l'humidité, ni la pluie, ni la neige, ni le gel. On est vraiment bien dans un Défense 4. C'est ce que je prends comme matériel de couchage quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Je me mets dans mon Défense 4, je ferme le zip. Et rendez-vous demain matin. Ça, c'est indispensable. Mes chaussettes de ski, c'est Monet qui fait ça. Et le confort des pieds, c'est indispensable. Je ne vais pas les mettre pour marcher, non, pour la randonnée. Et je vais utiliser des chaussettes un petit peu plus techniques, moins épaisses déjà, qui vont aussi bien tenir chaud aux pieds, grâce au synthétique et à la laine mérino, que permettre à l'humidité de s'évacuer. Donc toujours pareil, c'est Monet qui équipe mes pieds lors de mes randonnées. Ça coûte assez cher, hein. J'ai payé ça peut-être entre 25 et 30 € la paire, mais ça fonctionne bien.
Le confort du pied, je dirais que le pied, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est quelque chose sur lequel on lésine pas. Donc, certes, c'est un petit peu cher à l'achat. Je pense que j'ai payé plus cher mes X-Socks il y a 15-20 ans que ces monnaies-là d'ailleurs. J'ai aussi testé des chaussettes de chez Thermic qui fonctionnent très très bien aussi. Mais j'aime beaucoup la marque Monnet, donc je continue de porter mes chaussettes Monnet. Pour la balade, j'avais en bas du corps le Fjällräven Keb, un pantalon que j'ai acheté assez cher d'ailleurs, début 2019. C'est un pantalon de rando intéressant, mais c'est cher pour ce que c'est. C'est cher parce que forcément, Fjällräven, on paye la marque. C'est un pantalon intéressant qui a des ventilations le long des cuisses et le long des mollets, mais je lui préfère le Revolution Race que je porte aujourd'hui, zip off quelque chose. De toute façon, vous retrouverez tous les détails du matériel que j'ai cité là sous la vidéo, dans la description. Donc même si je ne retiens pas forcément par cœur les trucs, comptez sur moi pour mettre le lien précis de chaque élément. Donc je lui préfère ce pantalon Revolution Race parce qu'il est convertible en short. Et quel luxe de marcher en short! Même quand il fait froid, c'est pas un problème. Tu mets ton bonnet, ta doudoune, tu marches et les jambes ont pas froid, quoi. C'est un vrai luxe, un vrai confort de marche. La doudoune. Alors ça, c'est plutôt un truc que je mets dans mon sac de montagne, d'habitude. Parce que faut reconnaître que le pull, c'est sympa, c'est beau, ça tient chaud, mais ça reste lourd. Ça reste lourd, surtout quand c'est imbibé d'eau. Que ce soit de ma sueur ou de l'eau de la pluie ou de la neige. Petite doudoune, que je mets dans le sac, je l'oublie. Et quand j'ai un petit peu froid, je la mets et là, tout de suite, j'ai bien chaud. Je dirais que ces deux grosses différences par rapport au pull, c'est qu'elle a la capuche, elle a un col montant équipé d'une capuche et elle pèse pas lourd. En contrepartie, si elle est imbibée d'eau, elle ne fonctionnera pas aussi bien que le pull, puisque le pull, il est en laine, et donc la laine, quand elle est mouillée, en séchant, elle crée de la chaleur. C'est pas le cas de la doudoune. La doudoune, quand elle est trempée, imbibée d'eau, tu portes une éponge, quoi. Dans la poche de poitrine, on va retrouver mon masque pour dormir quand il y a un petit peu trop de lumière du jour. Et une paire de boules qui est en cire. Parce que quand je bivouaque avec les copains qui ronflent, je suis content d'avoir les oreilles bouchées. Dans les poches, une petite paire de gants mitaines. Donc la doudoune, à quel moment je vais l'enfiler? Je vais l'enfiler le soir quand je suis sur le camp, mais pas pour dormir. Voilà, c'est pendant la transition. Quand je marche, j'ai chaud, je bouge, j'ai pas besoin d'avoir la doudoune. Et quand je me couche dans mon gros défense 4, j'ai chaud, j'ai pas besoin de la doudoune. Mais entre les deux, il y a tout un moment où je vais avoir besoin de conserver ma température corporelle. Donc dans ce cas-là, la doudoune entre en jeu. Ma table d'atelier, elle commence à être complètement pleine de bordel. Un t-shirt en laine mérino à manches longues, à col zippé. Typiquement, c'est quelque chose que j'aime mettre au moment où je vais me coucher. Ça évite d'avoir le t-shirt que j'ai utilisé pour la marche, qui est encore un petit peu humide de transpiration. Ça évite de donner une mauvaise odeur au sac de couchage. Et puis, il sent bon. Ah, ça, très intéressant, très, très utile. Ça, c'est 2 chiffons microfibre. C'est de la microfibre vraiment ajourée. Je ne sais pas si ça va se voir là, mais on voit le jour à travers. Donc je les ai attachés ensemble avec un petit mousqueton. Et quand je vais me coucher, je retire mes chaussures. Je mets les chaussures à côté de mon sac de couchage sur la toile imperméable qui isole mon matelas du sol. Je mets ça, j'en mets un dans chaque chaussure. Ça absorbe l'humidité. Et si la température descend en dessous de 0, ça évite d'avoir de l'humidité désagréable et parfois douloureuse qui gèle dans les chaussures au moment de les enfiler. Ça peut être douloureux, donc ça absorbe l'humidité. Comme c'est des chiffons microfibres, si je crée de la condensation, si par exemple je troque mon tarp pour une tente, je vais les utiliser pour essuyer la condensation. Ensuite, on a le sac de couchage, le Défense 4 que je ne vais pas sortir. Vous voyez à quoi ça ressemble, un Carinthia Défense 4.
c'est beaucoup trop volumineux, je vais le sortir ici en plus. Il y a encore de la poussière par terre, donc pas envie de le salir. Un oreiller, ici, roulé. C'est une pochette que j'ai équipée d'un élastique pour la maintenir enroulée. Une pochette fabriquée en France par Florent, de chez French Light Outdoor. Encore un mot en anglais. Hein. Pochette de transport qui se transforme en oreiller, avec ici un revêtement en polaire, bien doux, bien confortable. À l'intérieur de la pochette, je mets un oreiller gonflable, ça c'est le Décathlon basique. Je mets ça dans la pochette, oreiller de cette façon, l'élastique qui permet de fixer la pochette à mon matelas gonflable. De cette façon, même si je bouge la tête pendant la nuit, l'oreiller, lui, restera au même endroit. Et ça, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup d'oreillers disponibles sur le marché, mais tous ne sont pas équipés d'un système de fixation qui relie l'oreiller au matelas. Dommage. Et puisque je parle du matelas, là, on va retrouver ce bon vieux Thermarest Neo Air X-Term Max. Max, parce que c'est le format rectangulaire. Alors, il est plus disponible sur le marché, ce matelas gonflable, malgré sa très haute air value. On est ici à 6,9. Il a été remplacé par un modèle à la fois plus léger, le NXT, et à la fois plus silencieux. Parce que là, quand tu te couches là-dessus, faut être fatigué. Hein. Ça fait le bruit d'un paquet de chips quand tu t'allonges là-dessus. Et si toi, ça ne te perturbe pas, quand tu campes avec des copains, eux, ils l'entendent. Ils n'ont qu'une hâte, c'est que tu arrêtes de bouger. Donc voilà, c'est les éléments que j'ai utilisés lors de ma dernière balade. Il y a relativement peu d'éléments que j'aurais remplacés par autre chose. Il y a évidemment des trucs qui ne m'ont pas été utiles, d'autant que je n'ai pas cuisiné pendant le bivouac. J'ai mangé des aliments tout prêts. J'ai fait ce qu'on appelle un repas de berger. Le repas de berger, c'est des aliments qui sont caloriques, mais qui se mangent froid. Et si tu as besoin d'une boisson chaude, pour le réconfort ou pour te réchauffer, normalement la bouffe est suffisamment calorique, mais tu peux te faire une boisson chaude en utilisant le petit réchaud pour faire une soupe ou une infusion de brisure de bonbons. Et pour le matin, un petit café. À part la scie pliante, où j'aurais eu beaucoup plus d'efficacité avec ma scie à cadre, à part ça, il n'y a pas d'éléments que j'aurais remplacé. Voilà. Donc c'est des bons choix pragmatiques qui se sont bien appliqués à la sortie. Si, il y a peut-être le surpantalon imperméable qui m'a donné un petit peu de réconfort, mais typiquement, si j'avais eu vraiment froid, j'aurais fait des jumping jacks pour imiter le mouvement de la corde à sauter, et puis je me serais réchauffé tout simplement, en brûlant mes calories de ma nourriture, et ça aurait très bien fonctionné. Donc le surpantalon imperméable en Gore-Tex, et les surgants, enfin les gants militaires aussi, eux ne m'ont pas été indispensables, ils m'ont même pas été utiles, mais ils pèsent vraiment pas grand-chose. En tout, sur pantalon et sur gants, ça doit peser peut-être 500 grammes. Pourtant, le soir, il a plu, hein, des belles trompes d'eau. Mais mes déplacements à l'extérieur du tarp n'étaient pas suffisamment... en plus, j'étais sous des arbres. Donc mes déplacements hors abri n'étaient pas suffisamment longs pour me mettre dans une situation inconfortable, pour tremper mes jambes du pantalon. Ah, la trousse de soins, j'avais dit que je la détaillerais. Ah, là encore, c'est une trousse de soins assez atypique. Bon, bah déjà, c'est le seul élément à l'intérieur du sac qui est en couleur bien visible, orange. Pochette étanche, c'est pas forcément le choix le plus judicieux, la pochette étanche, parce que si je prends une pochette d'organisation et que les éléments que je veux garder étanches, je les mets chacun dans un sachet Ziploc, alors je dois pouvoir avoir une trousse de soins beaucoup plus accessible. Alors, premier élément, what the fuck, qu'on va retrouver dans ma trousse de soins, une caméra intra-auriculaire. Alors ça fonctionne sur batterie. Elle a sa propre batterie et c'est relié en Wi-Fi à mon téléphone. Avec mon téléphone, je peux voir l'intérieur de mes oreilles grâce à cette petite caméra. Et si je dis what the fuck, c'est parce que c'est clairement pas l'élément qu'on va retrouver systématiquement dans une trousse de soins. Mais pour avoir eu plusieurs fois des petites bébêtes qui me rentraient dans les oreilles pendant que je dormais, bon bah l'été,
parce que l'hiver, j'ai toujours mon bonnet ou j'ai le tour de cou, donc je fais en sorte de le rabattre sur les oreilles. Puis maintenant, j'ai les boules qui aussi. Mais par le passé, ça m'est arrivé d'avoir une fois une araignée. Heureusement, elle est ressortie. Et puis à la télé, à Koh Lanta, j'avais vu il y a quelques années une fille, je crois, qui a une bête qui était rentrée dans son conduit auditif. Et c'était très très désagréable. Elle a passé une très mauvaise nuit et ça m'a choqué. Et du coup, j'ai eu envie, j'ai un appel, c'est pas très grave, je rappellerai plus tard. Et du coup, j'ai eu envie de garder le contrôle sur mes conduits auditifs. Et cette caméra intra-auriculaire, je ne vous fais pas de démonstration puisque là, mes oreilles ne sont pas forcément très présentables. Mais ça fonctionne très bien et ça me permet de me nettoyer les oreilles en profondeur sans utiliser de coton-tige, tout en voyant précisément là où va aller la petite languette en métal recouverte de silicone médical. Donc c'est très très bien pour nettoyer les conduits auditifs. L'inévitable sparadrap, l'inévitable marqueur indélébile équipé de scotch pour renforcer le sparadrap si besoin. Une pochette étanche, un ziploc, une paire de gants en nitrile que j'ai mis sous vide. Certes, ils ne sont pas stériles puisque je les ai sortis de leur emballage pour les mettre sous vide, mais c'est toujours plus intéressant pour m'occuper d'une plaie. Si je perds un petit peu de sang, je vais devoir m'en occuper rapidement. Coupe-ongle, parce que quand je marche beaucoup, il n'y a rien de pire que d'avoir un ongle incarné ou un ongle un petit peu trop long que je n'ai pas pensé à recouper avant de partir en randonnée. Ça, c'est ma brosse à dents avec mon dentifrice et des micro-brossettes. Dans ce sachet étanche, on va encore retrouver des pastilles de purification pour l'eau. On va retrouver du paracétamol en granulé à mettre directement sous la langue. Ah non, c'est pas le Smecta, là c'est le Dufalac. Donc j'ai du Smecta au cas où j'ai une petite diarrhée et le Dufalac en cas de constipation. Ça n'a pas forcément sa place dans la trousse de soins puisque clairement si je suis constipé, surtout si je pars qu'une semaine, c'est pas dramatique. Il y a toujours la possibilité de trouver des aliments fibreux pour débloquer la constipation. Les fruits secs par exemple. Si on a une consommation de nourriture variée, il y a très peu de chances de finir constipé. Ensuite, des pansements que j'ai mis sous vide, les pinces Tirtic, les petites pinces en forme de pied de biche, des compresses stériles. Ah, décidément, ça insiste. Mais j'ai fait le tour de toute façon. J'ai fait le tour des éléments que j'ai utilisés pour ma dernière sortie et pour le bivouac. Ça ne veut pas dire que c'est des éléments qui vont être universels. C'est pas parce que je vous présente mon sac et son contenu que je vous recommande d'acheter mon sac et les éléments qui composent son contenu. Hein, c'est pas une recommandation d'achat, cette vidéo. C'est une vidéo dans laquelle je trouve intéressant de vous expliquer mes choix et est-ce que ça a fonctionné ou pas, tout simplement. Voilà. Ben, n'hésitez pas, hein, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce pour permettre à la vidéo d'être vue par plus de monde. Vous pouvez la partager avec des gens autour de vous si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, abonnez-vous. Comme ça, vous serez informé de mes prochaines sorties de vidéos. Maintenant, on va se quitter. Comme d'habitude, prenez soin de vous, sortez dans la nature et on se retrouve très bientôt. Salut! Il va falloir ranger, hein. Il n'y a pas le choix. Pas le choix, il va falloir ranger.